Monsieur le porte-parole de la MINUSCA, mesdames et messieurs, je vous salue et suis heureux de vous retrouver pour notre rencontre habituelle. Même si elle a été peut-être moins régulière, mais en tout cas c'est notre rencontre habituelle. C'est la conférence de presse conjointe gouvernement-MINUSCA qui nous donne l'opportunité ensemble, le gouvernement et son partenaire de la MINUSCA, d'échanger avec vous, avec la presse. Bien entendu, de vous donner quelques informations de notre tenant et de vous donner l'opportunité de nous poser les questions de votre choix. L'exercice ne consiste pas uniquement à ce que les journalistes que vous êtes nous posiez des questions, cela aussi oui, mais aussi à ce que nous, en tant que les porte-parole de nos institutions, nous puissions mettre à votre disposition un certain nombre d'informations ou de communications. C'est ainsi que je vais commencer pour ma part et pour ce qui concerne le gouvernement. D'abord, je voudrais non pas vous informer, mais vous rappeler, puisque j'ai déjà donné une information large sur cette question. Sachez-le, le gouvernement a lancé son écosystème communicationnel, l'écosystème communicationnel du gouvernement, qui a pour but de mettre en place des plateformes modernes et réactives de communication, et aussi de contribuer d'abord à donner l'information vraie, à combattre, nous aussi, les fake news. Alors, nous avons vos adresses e-mail, nous vous enverrons des détails, mais c'est aussi un effet d'annonce. C'est pourquoi je voudrais vous donner, là, très rapidement, quelques adresses et quelques liens. Vous pouvez aller sur la page Facebook du gouvernement et donc du porte-parole et y taper gouv.cf et vous aurez les informations récentes, celles dont vous avez besoin, sur l'actualité gouvernementale. Vous pouvez faire la même chose en allant sur le www.communication.gouv.cf. Je reprends, www.communication.gouv.cf et vous aurez ici la page, le site internet plutôt, le site web du gouvernement, dans lequel vous trouverez des liens avec cette page Facebook que j'ai évoquée tout à l'heure, avec une entrée sur Twitter, avec une entrée sur une web TV, sur YouTube. Vous pourrez avoir les informations de même sur ce qui se passe jour après jour. Dans quelques jours, vous y trouverez au moins les journaux télévisés de la mi-journée. Et je crois dans une semaine, vous aurez sur ce même site un lien avec la web radio, c'est-à-dire que vous pourrez accéder à Radio Centrafrique à partir de l'Internet. Tout cela, et j'oubliais quelque chose d'important pour les agences de presse, vous avez d'ores et déjà sur cette page un lien avec une plateforme Flickr qui vous permet d'avoir des photos sur les activités du gouvernement. Donc ceci pour votre information, votre meilleure information, vos meilleurs accès à l'information. Pour ce qui concerne des points que je voudrais évoquer pour ma part et mettre à votre disposition, je voudrais parler d'abord de l'appui multiforme que les partenaires financiers de la RCA mettent à sa disposition. Puis je vous parlerai de la feuille de route de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se contredisent, qui se disent mal à propos. Et il est bien qu'à présent, je vous donne le point de vue du gouvernement sur cette question. Et puis, je vous parlerai de l'ouverture de la session criminelle qui est en cours. Cette session criminelle
D'ailleurs, son ouverture, son contenu répond en elle-même à quelques interrogations que les Centrafricaines, les Centrafricains et nos amis se posent ou pourraient se poser à juste titre. Alors sachez-le, pour l'appui multiforme des partenaires financiers de la RCA, cet appui multiforme des partenaires financiers de la République centrafricaine est constant, comme vous l'avez vu récemment encore. Le 2 juillet dernier, le conseil d'administration du FMI a achevé la 4e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en faveur de la RCA. L'achèvement de cette revue va permettre un décaissement de 32 millions de dollars, soit 18 milliards de francs CFA à la RCA. Cette décision du FMI portera le total des décaissements au titre de l'accord à environ 123 millions de dollars. La réussite de cette 4e revue est la conséquence des résultats obtenus par le gouvernement dans le cadre du programme appuyé par les partenaires. Et surtout, je crois qu'il sanctionne la bonne gouvernance des finances publiques. Il ne vous a pas échappé que tous les partenaires, j'allais dire quasiment non, tous les partenaires, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, la BAD, le Fonds européen de développement, en tout cas l'Union européenne, et d'autres que j'oublie, maintiennent un appui constant, répété et croissant au gouvernement de la République centrafricaine. Je crois que vous savez comment fonctionnent ces institutions. Elles ne le feraient pas si des efforts de bonne gouvernance et de transparence n'étaient faits par le gouvernement. Cela aussi, il faut en parler. Parce que bien souvent, les questions sécuritaires, qui sont la préoccupation de tous, des Centrafricaines et des Centrafricains, du gouvernement, de nos partenaires, de nos amis étrangers, prennent le dessus et on a une tendance à oublier qu'il y a un pays qui fonctionne, et qui avance. Parce qu'en réalité, si vous mettez devant vous le tableau, eh bien vous verrez que sur plusieurs points de vue, le pays avance. Nous avons toujours cette épine qui est celle de la sécurité, si ce n'est de l'insécurité, et de la métastase des groupes armés, si ce n'est des bandits armés dans le pays. C'est donc important de temps en temps de s'arrêter un peu et de constater qu'il y a ici un pays qui bouge et qui avance sur d'autres points de vue. Et vous le savez, vous l'avez entendu, sur la base de ces avancées, le président de la République a décidé et a donné des instructions au ministre des Finances de s'attaquer à l'appurement des arriérés de salaire de 2003. Et ceci à partir du mois d'août prochain et dans une période courte, c'est-à-dire que du mois d'août au mois de décembre, ces arriérés, selon les instructions du président de la République, devront être épongés. Là encore, des avancées importantes et significatives que fait le pays. Je ne vais pas vous donner la litanie de toutes les autres aides, telles que cela m'a été noté par mes collaborateurs. Il y en a plusieurs. Il y a la banque allemande KfW qui a donné des financements. Il y a des financements pour les questions de santé, d'autres pour les questions de formation, questions universitaires, etc. Et j'en passe. Vous le savez aussi, nous avons lancé, j'y étais avec le Premier ministre et quelques collègues, la route d'Amarabo-Kangolo-Bouka, et après les autres tronçons que nous avons lancés. Ceci donc dans ce point 1 que j'ai résumé ici, quant à l'appui multiforme des partenaires financiers de notre pays et des effets subséquents. En point 2, je voudrais vous parler ici à présent, et j'imagine que ça va alimenter tout à l'heure quelques-unes des questions que vous nous poserez, la feuille de route de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation. Ce que certains appellent, indûment, peut-être le dialogue. Évidemment, c'est une forme de dialogue, ce sont des discussions, ce sont des entretiens, c'est tout cela. Alors, pour vous donner la position du gouvernement sur cette question,
êtes là, vous avez participé à des débats, vous en avez suivi, vous avez entendu et écouté ce qui se dit ici et là sur cette question. Certains pensent que le gouvernement risque d'aller à un dialogue, disent-ils, avec les mains attachées dans le dos, et n'est-ce pas, ira dans une posture où il ira se faire imposer tout et le reste, n'est-ce pas, et ses compatriotes et ses amis de la RCA le pensent en toute bonne foi. Moi, je voudrais un peu rappeler quels sont les objectifs de la feuille de route. Pourquoi y a-t-il eu une feuille de route? Parce que parfois, quand nous nous perdons dans ces conjectures, c'est que l'on oublie les faits générateurs. Au départ, rappelez-vous, le président de la République avait entamé un dialogue avec les groupes armés. C'était un dialogue qu'il entamait lui-même avec ces groupes armés. Ce format ne pouvait prospérer parce qu'il mettait forcément le président de la République dans une posture qui était une posture en ligne de front, et il y avait encore, à ce moment-là, vous le savez, un certain nombre de méfiances très profondes. Après les discussions avec les différents partenaires, il a été décidé que l'Union africaine, mais après des initiatives que vous connaissez, il y a eu Saint-Egidio, il y a eu l'Angola, il y en a eu d'autres, il a été décidé que l'initiative de l'Union africaine, qui rassemblerait en quelque sorte la plupart de celles qui l'ont précédée, deviendrait l'initiative unique. Mais dans quel but? Il faut le rappeler. Le but de l'initiative africaine est de faciliter le désarmement pour aller au DDR et vers la sécurité. C'est ça le but de l'initiative africaine. Le but de l'initiative africaine et de toutes les actions qui sont menées à l'intérieur du mécanisme ne consiste pas à aller vers ce que certains peuvent craindre ou dire vers un coup d'État constitutionnel sur la République centrafricaine. Donc c'est ainsi que cela avait été donc décidé. Mais vous le savez aussi, entre-temps, le pays tout entier, dans son entièreté, avait décidé et accepté que le forum de Bangui soit le socle de tout, n'est-ce pas? Et le forum de Bangui, après les consultations à la base, après les différentes réunions qui ont eu lieu, sont celles-là qui ont défini un certain nombre de lignes, de grandes lignes, que tout le monde jusqu'ici, en tout cas le gouvernement et ses partenaires, respectent. Après ce forum, il y a eu une constitution, il y a eu des élections, il y a la mise en place des différentes institutions qui sont mises en place ou qui continuent de se mettre en place. Mais le forum disait aussi qu'il y avait, je dirais, un certain nombre mais on va le dire comme ça, c'est un mot recrudescent, de lignes rouges qui ne devaient être franchies par personne. C'est-à-dire que non à l'impunité, non à l'impunité. C'est une des recommandations fortes du forum de Bangui. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la constitution de la République centrafricaine, ni aux institutions qui sont mises en place suite au forum de Bangui. Donc, pour le gouvernement de la République centrafricaine, continuer de participer à la feuille de route et aller aux discussions qui sont prévues, c'est en effet fort de ces lignes rouges que je viens d'évoquer. Et d'ailleurs, si tout à l'heure nous allons parler de la session criminelle, mais quand vous regardez son contenu et son déroulé,
vous voyez bien que quand vous regardez certaines des personnalités qui sont à la barre, fussent-elles par contumace, ce sont certaines des personnalités dont plusieurs parmi vous, nous, pensons ou pensez que le dispositif est fait pour permettre de l'amnistie. Vous noterez qu'avant que quiconque ne soit condamné, il est présumé être innocent, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il soit ou pas accusé ou acquitté. Quel est le format? Parce que là aussi, on a parlé beaucoup de ce format. Le format des discussions, tel que cela a été arrêté dès le départ. Le format, c'est gouvernement, groupes armés. Alors, c'est ce format qui est disputé. Beaucoup de compatriotes et d'amis de bonne foi disent pourquoi le gouvernement seul face aux groupes armés, il faut la société civile, il faut les partis politiques, il faut. Le format qui avait été décidé dès le départ, gouvernement, groupes armés, l'avait été décidé tout simplement parce qu'il correspondait à l'objectif retenu et attendu. C'est-à-dire des discussions pour faciliter le désarmement, aller vers le DDR et ramener la sécurité. La question n'était pas de discussion politique, dans le sens où elles ont été évoquées. C'est ce qui a justifié le format. Aujourd'hui, le gouvernement est tout à fait disposé à ce que, bien entendu, dans le déroulement des discussions, un certain nombre, en tout cas les entités, soient consultées. C'est-à-dire que les réflexions et les discussions qui se mènent consistent à dire, ok, il faudrait faire en sorte que les entités, la société civile, les partis politiques et d'autres puissent être consultés pendant ces discussions, en sachant que le format, comme je l'ai dit, c'est le format gouvernement, groupes armés, avec pour objectif, je le répète, de faciliter le désarmement, d'aller au DDR et de permettre le retour de la sécurité dans notre pays. Vous le savez, il y a eu donc plusieurs tournées, et je vais finir sur cette question, il y a eu plusieurs tournées donc, du panel qui ont permis de prendre des revendications écrites auprès directement des responsables ou des chefs de ces groupes armés. Le gouvernement, pour sa part, travaille à y donner, si ce n'est des réponses ou des répliques ou des contre-propositions, mais en tout cas, il y travaille sereinement. Mais comme nous l'avons dit, tout cela devra se faire dans le cadre du respect de la Constitution, du respect des institutions, du refus de l'impunité, du refus d'une quelconque transition politique, parce qu'il n'y a pas de crise institutionnelle dans notre pays. Il n'y a aucune raison que nous allions vers une transition politique. Nous ne gérons pas une crise institutionnelle dans notre pays. Tout cela, et c'est cela que je veux dire à nos compatriotes, au nom du président de la République, qui, vous imaginez bien, m'a autorisé à donner ces points de vue, qui sont les points de vue du gouvernement, que nos compatriotes et nos amis continuent de faire confiance au gouvernement, qu'ils fassent confiance à leur armée, qu'ils fassent confiance au gouvernement pour que nous allions vers la paix, la réconciliation nationale. J'ai parlé tout à l'heure, tout de suite, là, de la nécessité de faire confiance au gouvernement ainsi qu'à notre armée. Je voudrais le dire ici, là maintenant, aussi, en rapport avec quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, qui apparemment a créé beaucoup d'émoi. J'aurais certainement un discours spécifique sur la question, c'est-à-dire de quelques interviews qui ont eu lieu récemment, ou quelques émissions qui ont eu lieu récemment.
par une grande chaîne internationale. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais vous savez tous de quoi il s'agit. Il s'agissait d'une interview faite d'un chef de guerre. Et cela a créé beaucoup d'émoi. Si je suivais certains, il fallait que nous ayons des réactions virulentes vers cet organe, ou en tout cas vers ce représentant ici, etc. Tout cela me semble un peu démesuré. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce reportage que personne ne savait? Que ce groupe armé est Andélé, tout le monde le sait. Qu'il est surarmé, par qui? Peut-être ça on ne sait pas, mais on peut s'en douter. Qu'il est surarmé, tout le monde le sait. Que l'embargo sur les armes qui pénalise le gouvernement leur profite, puisque nous l'avons vu par les images, puisqu'ils sont surarmés, tout le monde le sait. Que ces groupes armés profitent de ces situations pour exploiter indûment les minerais de notre pays, le diamant et l'or, tout le monde le sait. Cela a été vu et, n'est-ce pas, prouvé à suffisance. Pendant que le gouvernement, pour sa part, souffre, n'est-ce pas, des sanctions du processus de Kimberley, en tout cas partiellement. Ce qui veut dire que ces entités profitent de cette crise et de ces embargos divers sur les mines, en tout cas diamants, et sur les armes, pour se renforcer d'un point de vue d'équipement, pour se renforcer financièrement. Tout le monde le sait. Que ces groupes armés, ils l'ont dit devant la caméra, le chef d'État avait parlé de l'hypocrisie des groupes armés. Vous avez entendu qu'ici, ils l'ont déclaré, il y a une attitude belliqueuse, c'est-à-dire de volonté de descendre sur Bangui. Mais tout le monde le sait. C'est pourquoi je voudrais m'étonner de cet émoi qui est là, et moi je voudrais plutôt dire que ce reportage, pour nous, est bien au contraire un foisonnement de preuves, n'est-ce pas, à charge pour ces groupes armés quant à leur mauvaise volonté de réellement entrer dans le processus qu'ils ont signé, mais qu'ils continuent de bafouer. Et nous avons eu pendant 30 minutes les preuves concrètes. Alors, je voudrais dire à nos compatriotes qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et je crois que ce reportage nous a plutôt servi dans le sens où il nous donne la réalité de l'état d'esprit, de la situation, de ce déséquilibre entre la liberté donnée ou laissée à ces groupes armés et d'exploiter nos richesses et de s'équiper, et celle qui ne l'est pas, liberté, au gouvernement de pouvoir lui-même s'équiper. C'est pourquoi nous nous battons avec nos partenaires pour lever totalement ou partiellement l'embargo sur les armes, pour que les choses reviennent à un certain équilibre et pour que les ressources de notre pays puissent être exploitées. Notre armée, vous le savez, c'est pourquoi nous avons besoin d'une levée d'embargo, eh bien nous voulons qu'elle se déploie. Vous devrez quand même noter que partout où elle est déployée et installée, notre armée, nos FACA font du bon travail. Nos FACA déployés, ceux qui sont à Sibut font un travail qui va au-delà de la ville. Ceux qui sont à Pawa font un travail que tout le monde a reconnu et font un travail qui est équidistant des problèmes communautaires. Ils travaillent pour la sécurité de tous. Ils travaillent en montant jusqu'à la frontière ou jusqu'aux frontières. Il en est de même aujourd'hui à Bangassou, où les FACA installés font un travail important pour permettre aux déplacés, qu'ils soient d'une communauté ou d'une autre, de regagner leur domicile respectif et de participer à ramener une paix sociale dans la ville. Et nous ne pouvons que évoquer ceux qui sont déjà à Obo. Vous l'avez vous-même dans vos écrits souvent souligné,
nos compatriotes des FACA qui sont à Obo font un bon travail. Il est donc important que cela continue, que ce déploiement continue de se faire, que nos FACA se retrouvent dans les différents postes avancés où ils doivent être, pour que ainsi nous puissions continuer de ramener la paix, la sécurité et la quiétude. Mais pour cela, il faut que nous soyons équipés et que nous puissions, n'est-ce pas, soutenir nos forces armées, nos FACA. Je terminerai avec le troisième point, qui est l'ouverture de la session criminelle. Alors cette session a commencé il y a 2 jours, je crois, et vous aurez noté qu'il est programmé un certain nombre d'accusés. Cela va du droit commun, des crimes de droit commun, aux crimes qui sont certainement qualifiés différemment, d'association de malfaiteurs, de détention d'armes, de munitions de guerre, de destruction d'édifices publics, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, etc. Et ici, je me rappelle de questions qui m'avaient été posées il y a quelques mois en arrière, après ou pendant la précédente session criminelle. On m'avait dit oui, mais il semble qu'on ne voit à la barre que des gens d'un seul camp. Il y en a un que je vois ici qui m'avait posé cette ou ces questions. Quand vous regardez ce qui est ici, eh bien vous verrez qu'il y a des criminels de grand chemin. Vous verrez qu'il y a des gens qui viennent de tous bords, de tous acabits, et donc que réellement la justice est en marche. Et ça, c'est un élément important. Et si certains doutaient encore, ou pensaient encore que le gouvernement voudrait, peut-être par je ne sais quelle faiblesse, se laisser entraîner dans de l'amnistie pour des raisons politiques, il vous suffit d'aller prendre le rôle et vous verrez que peut-être même que certains qui ont fait l'objet d'interviews récemment font partie des accusés qui sont ici. Ça veut dire que le gouvernement est conséquent avec lui-même et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, précédemment, si haut, concernant la feuille de route et les lignes rouges qu'il s'impose. Maintenant, nous sommes tout à fait conscients de nos faiblesses. Je vous l'ai toujours dit, le gouvernement, du fait de sa fragilité, du fait de la crise que nous traversons depuis des décades, traîne avec lui un certain nombre de faiblesses, des faiblesses institutionnelles, qui ne lui permettent pas de rendre la justice telle qu'il le souhaiterait. Des faiblesses administratives, des faiblesses de ses forces de défense et de sécurité, qui ne lui permettent pas peut-être d'aller mettre la main sur ceux qui devraient, n'est-ce pas, répondre ici. Mais ça, ce sont des choses dont nous sommes totalement conscients, mais sur lesquelles nous devons travailler avec ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, et avec nos partenaires. Et c'est tout cela qui constitue nos postures quand nous discutons avec nos partenaires, quand nous négocions parfois avec eux, et quand nous discutons ou négocions avec les groupes armés et autres. C'est cela qu'il faut comprendre. Le gouvernement n'est pas un gouvernement décervelé, ou de gens qui, je dirais, seraient centrés sur je ne sais quels agendas personnels ou groupusculaires. Le gouvernement, tel que j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, a une vision, un plan, mais il le déploie en tenant compte de ses faiblesses. Et c'est cela que nous demandons à la population, à vous les journalistes, de savoir relayer cela. Alors c'est vrai, votre rôle est de mettre le doigt, chaque fois que nécessaire, sur, c'est vrai, nos faiblesses ou nos manquements. Et il faudrait le faire aussi dans une certaine objectivité. Je voudrais que vous m'excusiez, monsieur le porte-parole, d'avoir pris autant de temps, mais j'ai pensé qu'il était nécessaire que je mette ces informations à la disposition de nos amis. Ça enrichira peut-être notre dialogue aujourd'hui et à l'avenir. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une cérémonie officielle de remise des infrastructures à l'école nationale de police, à PK10, à l'école de gendarmerie, à Colombo, pour
aujourd'hui d'ailleurs, pour la formation de ces 250-250 de gendarmes et policiers formés. Nous sommes en train d'avancer. C'est normal. Nos populations souffrent, ont souffert et veulent que nous allions encore plus vite que cette musique-là, mais nous ne pouvons avancer qu'avec ce que nous avons, nos partenaires, notre vision, nos forces et nos faiblesses. Je vous remercie. Je vais vous laisser la place, monsieur le porte-parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre et porte-parole. Je voudrais tout simplement souligner qu'au cours de la semaine, le principal fait du côté des Nations Unies a été la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité, une déclaration extrêmement importante qui revient sur des points qui ont été ici évoqués par le ministre et porte-parole. Une déclaration qui réaffirme son soutien au président de la République dans ses efforts pour pérenniser la paix et la stabilité du pays, mais également un appel aux autorités pour prendre les mesures et faire progresser le dialogue. Cette déclaration s'adresse également aux groupes armés pour qu'ils désarment, mais également et surtout pour qu'ils participent dans un esprit constructif au processus de paix. Le reportage dont a parlé le ministre et porte-parole est tout le contraire. Les déclarations de ce chef de guerre dans ce reportage est tout le contraire de cet esprit constructif et en contradiction d'ailleurs avec des déclarations faites en début du mois de juillet par le FPRC concernant la feuille de route. La déclaration revient également sur la feuille de route. Pour conclure, je voudrais juste dire que la MINUSCA est engagée à faire en sorte que ce message du Conseil de sécurité soit entendu et que cette déclaration montre que la situation sécuritaire, humanitaire et politique de la République centrafricaine continue à faire l'objet d'attention du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Sur ce, Monsieur le ministre, je pense que nous pouvons prendre les questions des journalistes.